L'annonce semblait trop belle pour être vraie. Famille professionnelle à Manhattan, recherche aide ménagère à domicile. Chambre privée, salaire compétitif, possibilité de parrainage pour l'obtention d'un visa, expérience avec les enfants préférés, doit être digne de confiance, discrète et dévouée. Priya Sharma lut l'annonce pour la 15e fois sur son téléphone, assise dans le petit appartement de 2 chambres qu'elle partageait avec 5 autres femmes indiennes dans le Queens. À 23 ans, elle était à New York depuis 8 mois, et chacun de ces mois avait été plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé à Mumbai. La réalité américaine n'avait rien à voir avec ses rêves. Elle avait 3 emplois. Elle nettoyait des bureaux la nuit, servait dans un restaurant indien à Jackson Heights pendant les heures de déjeuner et faisait des retouches pour un tailleur le week-end. Malgré cet emploi du temps exténuant, elle gagnait à peine assez pour envoyer de l'argent à sa mère et à son jeune frère, tout en payant sa part de loyer et de nourriture. Son visa étudiant était lié à un programme d'université communautaire qu'elle n'avait plus les moyens de suivre à temps plein. Chaque jour, la peur d'être expulsée devenait plus forte. « Tu n'envisages pas sérieusement cette offre, n'est-ce pas ?» demanda Mina, sa colocataire, en regardant par-dessus son épaule l'écran du téléphone. Mina vivait à New York depuis 3 ans et avait développé un cynisme protecteur à l'égard de tout ce qui semblait trop prometteur. Les postes en internat sont des pièges, Priya. Tu es disponible 24 heures sur 24. Ils te font travailler jusqu'à l'épuisement. Il est écrit « salaire compétitif », rétorqua Priya, bien que sa voix manquât de conviction. Et parrainage de visa. Tu sais à quel point c'est précieux ? Je pourrais enfin régulariser ma situation. Je n'aurai plus à regarder par-dessus mon épaule chaque fois que je vois la police. Mina soupira, son expression s'adoucissant. Fais juste attention. Les familles riches de Manhattan, elles pensent que tu leur appartiens, surtout quand tu vis sous leur toit. Mais Priya était suffisamment désespérée pour prendre le risque. Ce soir-là, elle rédigea une réponse soigneusement formulée par email, mettant en avant son expérience dans la prise en charge de son petit frère, ses références du restaurant et de l'entreprise de nettoyage, et sa volonté de commencer immédiatement. Elle ne mentionna pas que sa situation en matière de visa était précaire, ni qu'elle était prête à accepter presque toutes les conditions. La réponse est arrivée dans les 2 heures. Chère Madame Sharma, merci de votre intérêt. Nous aimerions organiser un entretien ce samedi à 14 heures. Veuillez apporter vos références et une pièce d'identité. L'adresse est 847 Park Avenue, appartement 12B. Margaret Richardson, Park Avenue. Même Priya, qui connaissait peu la géographie de New York au-delà du Queens et des quartiers indiens de Manhattan, savait que cette adresse était synonyme de grande richesse. Le samedi arriva. Enveloppée dans la fraîcheur prometteuse du mois d'octobre, Priya porta sa plus belle tenue, un saloir camise bleu marine classique que sa mère lui avait envoyé d'Inde, assorti d'un cardigan pour lui donner un air plus professionnel américain. Elle avait passé la veille à regarder des vidéos YouTube sur les entretiens d'embauche pour les employés de maison, à s'entraîner à répondre à des questions potentielles et à faire des recherches en ligne sur la famille Richardson. Ces recherches sur Internet avaient donné des résultats impressionnants. David Richardson, 42 ans, était associé principal dans un prestigieux cabinet d'avocats spécialisé dans les fusions d'entreprises. Sa femme, Margaret Richardson, 40 ans, issue d'une vieille famille fortunée du Connecticut, siégeait au conseil d'administration de plusieurs organisations caritatives. Ils avaient 2 enfants, Emma, 9 ans, et Lucas, 6 ans. La présence de la famille sur les réseaux sociaux était soigneusement orchestrée. Photos de galas de charité, de maisons de vacances dans les Hamptons, de séjours au ski à Aspen. L'image même de la réussite américaine. Le portier du 847 Park Avenue regarda Priya avec une suspicion à peine dissimulée lorsqu'elle annonça son rendez-vous. Après avoir passé un coup de fil pour vérifier, il la dirigeait vers l'ascenseur en lui indiquant sèchement « 12e étage ». L'ascenseur lui-même était plus grandiose que toutes les pièces dans lesquelles Priya avait jamais vécu. Des miroirs, des accessoires en laiton
et un éclairage tamisé qui rendait l'ensemble chaleureux et luxueux. La porte de l'appartement 12B s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper. « Vous devez être Priya, vous êtes pile à l'heure. J'adore la ponctualité. » Margaret Richardson se tenait dans l'embrasure de la porte, et la première pensée de Priya fut qu'elle ressemblait exactement à ses photos. Des cheveux blonds parfaitement coiffés, une silhouette tonique grâce au yoga, vêtue de vêtements décontractés coûteux, le genre de beauté naturelle qui vient de bons gènes et d'un excellent entretien. « Entrez, je vous en prie. » L'appartement était à couper le souffle. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur Central Park. À lui seul, le salon était plus grand que l'appartement que Priya partageait avec 5 autres personnes dans le Queens. Tout était design, coordonné, parfait. Le genre de perfection qui faisait plus penser à un musée qu'à une maison. « Je vais vous faire visiter, » dit Margaret, ses talons claquant sur le sol en marbre. « Voici le salon, évidemment. La cuisine est par là. C'est une cuisine de chef, entièrement équipée. David adore cuisiner le week-end, même s'il est rarement à la maison pendant la semaine. La salle à manger, son bureau, mon bureau, la salle de jeu des enfants. » La visite se poursuivit à travers des chambres qui auraient pu accueillir des familles, des salles de bain avec chauffage au sol, une petite bibliothèque et même une salle de sport. Enfin, elles arrivèrent devant une porte près de la cuisine. « Et voici votre chambre, » dit Margaret en l'ouvrant pour révéler un espace modeste par rapport aux standards de l'appartement, mais somptueux par rapport à la situation actuelle de Priya. Un vrai lit. Pas un matelas posé à même le sol. Une fenêtre laissant entrer la lumière du soleil, une salle de bain privée. Elle n'est pas immense, mais elle est à vous. Vous y serez totalement tranquille. C'est magnifique, dit Priya avec sincérité, imaginant des nuits sans les ronflements de ses colocataires, des matins sans se battre pour avoir la salle de bain. Elles s'installèrent dans la cuisine pour l'entretien proprement dit. Margaret versa du thé à partir d'une bouilloire qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Priya et l'étudia d'un regard amical, mais évaluateur. « Alors, Priya, parlez-moi de vous. D'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à New York ?» Priya avait répété sa réponse, trouvant un équilibre entre l'honnêteté et ce qu'elle pensait que les employeurs voulaient entendre. Elle parla de Mumbai, de la situation modeste de sa famille, de son rêve d'étudier en Amérique, de son expérience dans l'éducation de son frère après la mort de son père. Elle garda une voix calme et professionnelle, cachant le désespoir qui lui serrait la poitrine. « Et votre situation en matière de visa ?» demanda Margaret avec délicatesse. « J'ai actuellement un visa étudiant, » répondit Priya avec prudence. « Mais je recherche un emploi qui puisse me parrainer. L'annonce mentionnait que c'était possible ? » « Oui, » confirma Margaret. « David s'occupe de tout ce genre de choses. Il a des avocats dans son cabinet qui sont spécialisés dans l'immigration. Si vous correspondez au profil recherché, nous pouvons tout à fait vous aider à régulariser votre situation. Nous croyons qu'il faut faire les choses correctement. » L'expression « correspondre au profil recherché » resta en suspens, chargée de conditions tacites. Margaret décrivit le poste, s'occuper d'Emma et Lucas avant et après l'école, faire un peu de ménage, cuisiner, garder les enfants le soir lorsque les parents avaient des engagements. Le salaire qu'elle mentionna était presque le double de ce que Priya gagnait actuellement en cumulant 3 emplois, avec le gîte et le couvert inclus. « Les enfants sont adorables, » a poursuivi Margaret. « Emma est très intelligente, un peu timide. Lucas est plein d'énergie. Il joue au football et prend des cours de piano. Ils ont besoin de quelqu'un de constant, en qui ils peuvent avoir confiance. David et moi avons tous deux des carrières exigeantes. Nous avons besoin de savoir que notre vie familiale est stable. » « Je comprends tout à fait, » a répondu Priya, sincèrement. Elle comprenait le désespoir, le besoin de stabilité, le poids de la responsabilité. « Il y a encore une chose, »
dit Margaret, changeant légèrement de ton. La discrétion est absolument essentielle dans ce poste. Le travail de David implique souvent des questions confidentielles. Nous accordons une grande importance à notre vie privée. Ce qui se passe dans cette maison reste dans cette maison. Pouvez-vous vous y engager? Bien sûr, répondit Priya immédiatement. Que lui importaient les secrets des gens riches? Elle avait juste besoin de stabilité, de légalité, d'une chance de dormir sans crainte. Merveilleux. Margaret sourit, et quelque chose dans ce sourire aurait dû déclencher une alarme. Mais Priya, désespérée et pleine d'espoir, ne voyait qu'une opportunité. « J'aimerais que vous commenciez lundi prochain. Est-ce possible? » « Oui, absolument. Merci, Madame Richardson. Merci beaucoup. Appelez-moi Margaret. Nous allons être comme une famille ici. » Les jours suivants se confondirent dans une frénésie de préparatifs. Priya a donné son préavis à ses 3 emplois, a emballé ses maigres affaires et a dit au revoir à ses colocataires. Mina l'a serré fort dans ses bras à la porte. « Promets-moi de m'appeler si quelque chose ne va pas, » lui a chuchoté Mina. « Promets-moi de ne pas tout accepter simplement parce que tu as peur de perdre ton visa. »« Je te le promets, » a répondu Priya, même si elle ne comprenait pas tout à fait ce dont Mina l'avertissait. Le lundi matin, Priya est arrivée au 847 Park Avenue avec sa seule valise et le cœur plein d'espoir. Le portier, qui avait été informé de son embauche, l'a accueillie avec un peu moins de méfiance qu'auparavant et lui a indiqué d'utiliser l'ascenseur de service à l'avenir. Margaret l'attendait, vêtue pour ce qui était clairement une réunion importante, mais elle a pris le temps d'aider Priya à s'installer dans sa chambre. David est déjà au bureau. Il part tôt et rentre tard, parfois après que les enfants se sont endormis. Tu le rencontreras bientôt. Les enfants sont à l'école en ce moment. Je t'ai laissé un planning de leurs activités, nos préférences domestiques, les contacts d'urgence. Tout est dans ce classeur. Elle lui tendit un épais dossier. Si tu as des questions, envoie-moi un SMS. Je serai de retour à 18h. Seule dans l'appartement immaculé, Priya passa la matinée à se familiariser avec son nouvel environnement. La cuisine était remplie de produits bio. Les chambres des enfants regorgeaient de jouets qui coûtaient plus cher que le revenu mensuel de sa famille. La maison fonctionnait selon un système bien rodé. Calendrier avec code couleur, fiches d'instructions détaillées, applications permettant de contrôler tout, de l'éclairage à la température. À 15h, elle se rendit à pied à l'école privée située à 12 pâtés de maison pour aller chercher Emma et Lucas. L'école elle-même était intimidante. Une forteresse de privilèges où des agents de sécurité vérifiaient les pièces d'identité et où les parents arrivaient dans des voitures avec chauffeur. Priya montra la lettre que Margaret lui avait donnée et fut finalement autorisée à récupérer les enfants. Emma était exactement comme on la lui avait décrite. Sérieuse, studieuse, avec les cheveux blonds et les yeux bleus prudents de sa mère. Elle observa Priya avec un regard ouvert, mais ne dit pas grand-chose. Lucas, en revanche, était un tourbillon d'énergie, bavardant sans discontinuer de sa journée, de ses amis, de son entraînement de football, sans presque reprendre son souffle. « Tu vas vivre avec nous pour toujours ?» demanda Lucas, alors qu'il rentrait à l'appartement. « La dernière dame n'est restée que 2 mois. »« Lucas, ne sois pas impoli, » dit Emma doucement. Mais ses yeux trahissaient sa curiosité. « J'espère rester longtemps, » répondit Priya chaleureusement, « si vous m'acceptez. » Cette première soirée donna le ton pour les semaines à venir. Priya aidait les enfants à faire leurs devoirs, préparait le dîner selon les instructions détaillées de Margaret, surveillait l'heure du bain et du coucher. Les enfants se comportaient bien, même s'ils étaient exigeants, comme le sont souvent ceux qui ont l'habitude de voir leurs besoins satisfaits immédiatement. Margaret rentra à 18h15, inspecta l'appartement d'un œil critique, puis approuva d'un signe de tête. « Très bien, Priya. Les enfants semblent déjà à l'aise avec vous. »« Ils sont adorables, » répondit Priya avec sincérité. Malgré leurs privilèges, Emma et Lucas étaient fondamentalement de bons enfants. Elle se voyait déjà s'attacher à eux. Ce n'est qu'après de 21h que David Richardson rentra à la maison.
Priya était dans sa chambre, en train de passer un appel vidéo à sa mère à Mumbai, lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle mit rapidement fin à l'appel. Les appels internationaux coûtaient cher et, de plus, elle voulait faire bonne impression auprès de son employeur. Quand elle sortit, David Richardson se tenait dans la cuisine, en train de desserrer sa cravate et de fouiller dans le réfrigérateur. Il était grand, athlétique, comme les hommes qui ont un entraîneur personnel, avec des cheveux foncés grisonnants sur les tempes et des traits anguleux que les photos ne rendèrent pas bien. Il avait l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. « Vous devez être Priya », dit-il en lui tendant la main. Sa poignée de main était ferme, professionnelle. « David Richardson, désolé de ne pas avoir été là pour vous accueillir comme il se doit. La semaine a été folle au bureau. Enchanté, monsieur Richardson. Appelez-moi David, je vous en prie, nous ne sommes pas formels ici. » Il sourit, d'un sourire chaleureux et sincère. « Margaret m'a dit que vous vous occupiez très bien des enfants. C'est ce qui compte le plus pour nous. » Ils discutèrent de quelques minutes, une conversation superficielle sur sa transition, si elle avait tout ce dont elle avait besoin, son espoir qu'elle soit heureuse avec eux. Il était charmant sans en avoir l'air, la faisant se sentir valorisée, considérée. C'était un don que les personnes qui réussissaient avaient souvent, pensa Priya. La capacité de vous faire sentir important même lorsque vous connaissiez tous les deux la dynamique du pouvoir. « Bon, je vais vous laisser vous reposer », a finalement dit David. « Demain est un grand jour. Emma a un récital de piano après l'école. Margaret vous donnera tous les détails. » Ce soir-là, seule dans sa chambre avec ses draps propres et sa salle de bain privée, Priya s'est autorisée à ressentir de l'espoir. Oui, le travail serait exigeant. Oui, elle serait pratiquement toujours de garde. Mais c'était une opportunité. C'était la stabilité. C'était sa chance de réaliser le rêve américain. Elle s'endormit en pensant à l'éducation de son petit frère, aux besoins médicaux de sa mère, à son propre avenir qui semblait soudain moins terrifiant. Elle ne savait pas qu'elle venait de tomber dans un piège soigneusement tendu. Elle ne savait pas que dans 6 mois, tout allait se dénouer d'une manière qu'elle ne pouvait imaginer. Elle ne savait pas que son désespoir, sa soif de sécurité, de légalité, d'appartenance, était précisément ce qui faisait d'elle la victime parfaite. La maison de l'employeur idéal l'avait accueillie. Désormais, elle ne la laisserait plus jamais partir. Priya s'installa dans une routine qui semblait, en apparence, idéale. Se lever à 6 heures du matin, préparer le petit déjeuner des enfants, les accompagner à l'école, revenir pour nettoyer et ranger l'appartement, aller chercher les enfants à 15 heures, superviser leurs devoirs et leurs activités, préparer le dîner, gérer l'heure du coucher. Le travail était exigeant, mais pas déraisonnable. Le salaire arrivait à temps, directement versé sur le nouveau compte bancaire américain que David l'avait aidé à ouvrir. « Je ne peux pas te laisser gérer l'argent liquide comme le ferait un immigrant stéréotypé », avait-il dit en souriant. « Ici, on fait les choses correctement. » Margaret était exigeante mais juste, laissant des notes détaillées sur ses préférences, ses horaires et ses restrictions alimentaires. Emma s'attachait à Priya, lui racontant des anecdotes sur l'école et lui posant des questions sur l'Inde. Lucas la traitait comme une tante bien-aimée, cherchant constamment son attention et son approbation. L'appartement lui était devenu familier. Priya avait appris à reconnaître les planches qui craquaient, le placard où se trouvaient les bonnes collations, comment faire fonctionner la machine à café sophistiquée qui coûtait plus cher que le revenu mensuel de sa famille. Elle avait appris le rythme de la maison, les séances de yoga matinales de Margaret, les retards de David, les activités des enfants le week-end. Elle aurait dû être heureuse. Mais quelque chose n'allait pas. Cela a commencé par de petites choses. La façon dont le regard de David s'attardait un peu trop longtemps sur elle lorsqu'elle portait certains vêtements. La façon dont il trouvait des raisons d'être dans la cuisine lorsqu'elle cuisinait, se tenant plus près qu'il n'était nécessaire. La façon dont sa main effleurait la sienne lorsqu'il lui passait des objets, un contact qui semblait accidentel mais qui se produisait trop souvent. « Tu t'adaptes bien »,
lui a-t-il dit un soir, en apparaissant dans la cuisine à 22 heures, alors qu'elle rangeait après le dîner. Margaret était allée se coucher tôt, à cause d'un mal de tête. Les enfants dormaient. Ils étaient seuls. « Merci, monsieur Richardson, je veux dire David. Tu n'as pas besoin d'être si formel, tu sais. Nous sommes pratiquement une famille maintenant. » Il se servit un scotch dans la carafe en cristal, appuyée contre le comptoir. « Margaret m'a dit que vous veniez de Mumbai. J'y suis allé une fois pour affaires. C'est une ville incroyable. L'énergie, le chaos, les couleurs. » Ils parlèrent de l'Inde, et David se montra charmant, intéressé, posant des questions sur sa famille, sa vie avant New York. Cela lui faisait du bien d'être considéré comme une personne, et pas seulement comme une employée. Il la fit rire avec ses anecdotes sur ses tentatives désastreuses de manger dans la rue et sa confusion face aux règles du cricket. « Vous avez un beau sourire, dit-il soudainement. Vous devriez sourire plus souvent. » Le compliment resta suspendu dans l'air, franchissant une ligne invisible. Priya sentit son estomac se nouer, envahi par un malaise mêlé à quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. Elle avait 23 ans et n'avait jamais eu de petit ami, n'avait jamais navigué dans le territoire complexe entre la flatterie et le danger. « Je devrais finir de nettoyer, » dit-elle en se retournant vers la vaisselle. « Bien sûr, ne reste pas debout trop tard. » Sa main effleura brièvement son épaule, un geste qui pouvait être paternel, amical ou toute autre chose. « Dors bien, Priya. » Après son départ, elle resta seule dans la cuisine, le cœur battant pour des raisons qu'elle ne voulait pas examiner. Le schéma se répéta. David trouvait des moments pour être seul avec elle, le matin, quand Margaret était à son cours de pilates, le soir, quand elle travaillait tard pour ses événements caritatifs. Il ne fit jamais rien de manifestement inapproprié. Juste des regards insistants, des contacts fortuits, des compliments à la limite entre l'amitié et l'intimité. « Tu as l'air fatigué. Est-ce qu'on te fait trop travailler? Cette couleur te va à ravir. J'adore ton dévouement. Les enfants t'adorent. Nous tous aussi. » Priya se disait qu'elle imaginait des choses. David était son employeur, un avocat brillant, un homme marié avec des enfants. Il était simplement gentil, il la mettait à l'aise. Son inexpérience avec les hommes la rendait paranoïaque, mais ensuite il y eut les cadeaux. D'abord, un nouveau téléphone. « L'ancien est pratiquement archaïque, » dit David. « Considérez-le comme une nécessité professionnelle. Nous devons pouvoir vous joindre facilement. » Puis, un manteau. « L'hiver arrive, je ne veux pas que tu attrapes froid. Les enfants ont besoin que tu sois en bonne santé. » Chaque cadeau était accompagné d'une justification plausible. Chaque cadeau la rendait plus redevable, plus mal à l'aise de dire non. « Il te prépare le terrain, » lui dit Mina lorsque Priya la rejoignit pour prendre un café pendant son seul après-midi de congé hebdomadaire. « C'est un schéma classique. Des cadeaux, de l'attention, il te fait te sentir spécial, il te donne l'impression que tu lui es redevable. »« Tu es paranoïaque, » protesta Priya, mais sa voix manquait de conviction. « Vraiment? A-t-il commencé à te poser des questions sur ta vie personnelle, tes relations, si tu sors avec quelqu'un ?» Le silence de Priya était une réponse suffisante. « Écoute-moi attentivement, » dit Mina, en lui serrant la main à travers la table. Les hommes comme lui, riches, puissants, habitués à obtenir ce qu'ils veulent, considèrent les femmes comme nous comme disponibles. Nous sommes chez eux. Nous dépendons d'eux pour nos visas et nos salaires. Nous sommes isolés de nos familles. Nous sommes des victimes parfaites. Il n'a rien fait, insista Priya. Pour l'instant, il n'a encore rien fait. Ce soir-là, Priya rentra à l'appartement et trouva David seul, rentré tôt. Margaret avait emmené les enfants chez sa mère dans le Connecticut pour le week-end. Elle avait oublié de vérifier le calendrier. « Ça tombe à pic, » dit David, un verre de vin déjà à la main. « J'ai commandé un repas thaïlandais. Je pensais qu'on pourrait dîner ensemble, apprendre à mieux se connaître en dehors du travail. » Tous ses instincts lui criaient qu'il y avait danger. Mais c'était son employeur.
L'homme qui contrôlait son visa, son salaire, son statut légal aux États-Unis, l'homme dont la femme siégeait à des conseils d'administration d'organismes caritatifs et dont elle commençait à aimer les enfants. C'est très gentil, mais je suis assez fatigué. Priya. Sa voix changea, perdant son charme chaleureux. Je n'ai été que généreux avec vous. Le moins que vous puissiez faire est de partager un repas avec moi alors que j'essaie d'être amical. Ce n'était pas tout à fait une menace. Ce n'était pas tout à fait un ordre. Cela se situait dans la zone grise entre la suggestion et l'exigence que les personnes au pouvoir savent si bien naviguer. Elle s'assit à la table à manger. Le dîner commença de manière assez innocente. Conversation sur le travail, les enfants, sa famille. Mais à chaque verre de vin que David se servait, la frontière entre ce qui était approprié et ce qui ne l'était pas s'estompait davantage. « Vous devez vous sentir seul, dit-il. Une jeune femme, loin de chez elle, sans petit ami. Ce n'est pas sain d'être aussi isolée. Je vais bien. Vraiment ?» Il passa de l'autre côté de la table à la chaise à côté d'elle. « Parce que parfois, je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui prenne soin de vous comme vous prenez soin de tout le monde. » Sa main recouvrit la sienne sur la table, sans violence, sans agressivité, presque avec tendresse. C'est ce qui rendait la situation si terrible, la douceur qui masquait la dynamique de pouvoir sous-jacente. « Monsieur Richardson, David, je pense que je devrais aller dans ma chambre. » « Pourquoi ? Nous sommes juste en train de discuter. Deux adultes qui ont une conversation, à moins que... » Ses yeux cherchèrent les siens. « À moins que vous ne sentiez qu'il se passe quelque chose d'inapproprié. »« Tu penses que je me comporte de manière inappropriée, Priya ?» C'était un piège. Si elle répondait oui, elle accuserait son employeur d'inconduite et risquerait tout. Si elle répondait non, elle lui donnerait la permission de continuer. « Je suis juste fatiguée, » murmura-t-elle. « Bien sûr, tu travailles si dur. » Son pouce dessina des cercles sur sa main. « J'apprécie cela chez toi, ton dévouement, ta beauté, ta vulnérabilité. » Le dernier mot la frappa comme un coup de massue. Vulnérabilité, il l'avait vue, il en profitait. « Je dois vraiment y aller, » dit-elle en retirant sa main et en se levant. Cette fois, il la laissa partir, mais sa voix la suivit alors qu'elle se réfugiait dans sa chambre. « Dors bien, Priya, nous parlerons davantage demain. » Dans sa chambre, la porte verrouillée, Priya s'assit sur son lit et trembla. Elle voulait appeler Mina, sa mère, n'importe qui. Mais que dirait-elle? Techniquement, il n'avait rien fait. Il avait juste parlé, juste touché sa main, juste mis la mal à l'aise. Mais c'était suffisant. C'est ainsi que tout avait commencé, et Priya, prise entre le désespoir et la peur, réalisa qu'elle était entrée dans une cage qui ressemblait à un paradis, mais qui était en réalité une prison. Margaret revint un dimanche soir avec Emma et Lucas. L'appartement s'est à nouveau rempli de leurs voix, et Priya a senti qu'elle pouvait respirer. Avec la famille réunie, l'attention de David allait sûrement se détourner d'elle. Elle se trompait. Au contraire, David est devenu plus effronté. Des attouchements que Margaret ne pouvait pas voir. Une main sur le bas du dos de Priya lorsqu'il passait derrière elle dans la cuisine, des doigts effleurant sa taille lorsqu'il prenait de la vaisselle. Des commentaires chuchotés lorsque Margaret était dans la pièce voisine. « Tu es magnifique aujourd'hui. Tu m'as manqué ce week-end. » Nous devrions terminer cette conversation. Priya essayait de garder ses distances, mais la disposition de l'appartement rendait cela impossible. Elle ne pouvait pas éviter la cuisine, ne pouvait pas manquer les dîners en famille, ne pouvait pas refuser lorsque David lui demandait de lui apporter un café dans son bureau. Les visites au bureau étaient les pires. Il fermait la porte, prétextant qu'il avait besoin de discuter de ses documents de visa, des horaires des enfants, des questions domestiques. Mais les conversations déviaient. « Es-tu heureuse ici, Priya ? Tu sais que je pourrais te faciliter les choses ou te les rendre très difficiles. » Ce n'était jamais vraiment une menace. Toujours niable. C'était le talent de David, rester juste à la limite du plausible. 2 semaines après ce dîner, Margaret appela Priya dans le salon.
David était assis à côté de sa femme, le visage grave. « Priya, nous devons discuter d'une chose importante, » commença Margaret. Le cabinet de David a entamé la procédure de parrainage pour le visa. C'est coûteux, cela prend du temps et cela exige un engagement important de notre part. Je vous suis très reconnaissante. Laissez-moi terminer. Le ton de Margaret était glacial. Cet investissement signifie que nous avons besoin d'une loyauté absolue. Pas de recherche d'autres emplois, pas de discussion sur notre famille avec des étrangers, une discrétion totale. Tu comprends? Priya acquiesça, sentant la porte de la cage se refermer. « Bien, » dit David, les yeux rivés sur les siens. « Nous prenons soin de ceux qui nous sont loyaux, et nous attendons la même chose en retour. » Après le départ de Margaret pour son cours de yoga du soir, David coinça Priya dans le couloir devant sa chambre. « Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Ton avenir tout entier est entre mes mains. Ton visa, ton statut légal, ta capacité à rester dans ce pays. » Il s'approcha d'elle. « Je peux réaliser tes rêves, ou je peux passer un coup de fil et te faire expulser. À toi de choisir. » Sa main effleura son visage, douce et terrifiante à la fois. « Réfléchis à ce que tu veux, Priya, à ce que tu es prête à faire pour rester en Amérique, pour aider ta famille, pour être en sécurité. » Il s'éloigna, la laissant tremblante contre le mur. Cette nuit-là, Priya comprit enfin. Cela n'allait pas s'arrêter. Cela n'allait faire qu'empirer. David avait orchestré sa dépendance totale, l'avait isolée et contrôlait désormais chaque aspect de sa vie. Elle était prisonnière d'un cauchemar déguisé en rêve. Et le pire était encore à venir. Margaret avait emmené les enfants à une fête d'anniversaire. L'appartement était vide, à l'exception de Priya et David. Elle entendit ses pas s'approcher de sa chambre et verrouilla la porte, le cœur battant à tout rompre. Il frappa doucement. « Priya, nous devons parler de ton visa. Ouvre la porte. Peut-on en discuter plus tard? Quand Madame Richardson sera rentrée? Ouvre la porte, Priya. » La douceur avait disparu. « Ou j'appelle l'immigration tout de suite. À toi de choisir. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle déverrouilla la porte. David entra et referma la porte derrière lui. Dans ce petit espace, il semblait énorme, lui bloquant la sortie. Son parfum était suffocant. « Tu m'évites, » dit-il doucement. « Cela me blesse. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Monsieur Richardson, je vous en prie. » David. Il s'approcha. « Dis mon nom. »« David, je vous suis reconnaissante pour le travail, mais je ne peux pas... » « Tu ne peux pas quoi ?» Sa main agrippa son poignet, pas assez fort pour laisser des bleus, mais suffisamment pour la contrôler. « Tu ne peux pas montrer un peu de reconnaissance. Tu ne peux pas être gentil avec l'homme qui détient tout ton avenir. » Des larmes coulèrent sur son visage. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. »« Faire quoi? Je ne fais rien que vous ne vouliez. Allez-vous prétendre que vous n'avez pas flirté avec moi? Ces sourires, ces regards. Je n'ai jamais... » « C'est votre parole contre la mienne, Priya. Qui pensez-vous que les gens croiront, l'avocat respecté ou l'immigrant illégal? Mon visa ne vaut rien. Ce ne sont que des papiers que je n'ai même pas encore remplis. Tu crois vraiment que je vais te parrainer? C'était juste pour te garder ici, pour que tu restes docile. » Il sourit, cruel et froid. « Tu n'as rien. Pas de statut légal, pas d'argent, nulle part où aller. Tu m'appartiens complètement. » Son autre main toucha son visage et elle tressaillit. « Ne complique pas les choses, » murmura-t-il. « Sois intelligente, sois coopérative, et peut-être que je t'aiderai. Si tu te bats contre moi, tu seras dans un avion pour Mumbai lundi, sans rien à montrer pour toute cette souffrance. » Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait les fit tous deux se figer. « David, Priya, nous sommes rentrés plus tôt. » La voix de Margaret résonna dans l'appartement. David recula instantanément, son expression devenant agréablement neutre. « Réfléchis à ce que je t'ai dit. Tu as jusqu'à demain soir pour te décider. » Il sortit, laissant Priya effondrée sur son lit, sanglotant silencieusement dans son oreiller.
Elle savait ce que se décider signifiait. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide. Mais qui pouvait aider quelqu'un qui n'avait ni pouvoir, ni statut, ni voix? Cette nuit-là, Priya prit une décision désespérée. Elle appellerait Meena, lui raconterait tout et lui demanderait de l'aider à s'échapper. Mais lorsqu'elle chercha son téléphone, elle découvrit que David l'avait effacé à distance. La cage était complètement fermée. Sans son téléphone, Priya se sentait complètement coupée du monde extérieur. Elle ne pouvait pas appeler Meena, ni joindre sa mère, ni contacter la police, ni les avocats spécialisés en immigration, ni quiconque susceptible de l'aider. Le lendemain matin, elle prit une décision. Pendant les heures d'école des enfants, pendant que Margaret assistait à sa réunion du conseil d'administration, Priya partirait. Elle ferait un sac, sortirait et disparaîtrait dans le Queens, où David ne pourrait pas la retrouver. Mieux valait être en situation irrégulière que de rester là. Mais lorsqu'elle essaya d'ouvrir sa porte ce matin-là, celle-ci resta fermée. « Désolé, » dit David de l'autre côté de la porte. « C'est une mesure de sécurité. Je ne peux pas te laisser partir avant que nous ayons terminé notre conversation. Margaret et les enfants sont partis pour la journée. Nous sommes seuls. » La panique s'empara d'elle. « Laisse-moi sortir. Tu ne peux pas me garder enfermée ici. » « Je peux faire ce que je veux. C'est ma maison. Tu es mon employé. Qui va m'en empêcher ?» Elle entendit ses pas s'éloigner. Les heures passèrent. Elle cria, frappa à la porte jusqu'à ce que ses mains saignent. Mais l'appartement était insonorisé, conçu pour préserver l'intimité, ce qui jouait désormais en sa défaveur. À midi, la porte s'ouvrit. David se tenait là avec de la nourriture, de l'eau et ce même sourire terrible. « As-tu pris ta décision ?» Priya savait qu'elle devait être intelligente. Elle ne pouvait pas le maîtriser. Elle ne pouvait pas s'échapper tant qu'elle était enfermée. Elle devait faire semblant d'obéir, attendre une occasion. « Oui, » murmura-t-elle, « je vais coopérer. » « Brave fille !» Il posa la nourriture. « Ce soir, Margaret emmène les enfants chez sa sœur. Il n'y aura que toi et moi, enfin seuls pour de bon. Ne me déçois pas, Priya. » Après son départ, Priya fouilla frénétiquement sa chambre. Elle trouva un stylo suffisamment pointu pour servir d'arme. Elle trouva un vieux câble de chargeur de téléphone suffisamment solide pour étrangler quelqu'un si nécessaire. Elle se battrait, même si cela signifiait mourir. Car elle comprenait désormais que David ne la laisserait jamais partir. Pas après cela. Qu'elle se soumette ou qu'elle résiste, elle en savait trop. Elle représentait un trop grand risque. Elle était déjà morte. La seule question était de savoir si elle mourrait en se battant. Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur Manhattan, Priya se prépara à la pire nuit de sa vie. Elle ne savait pas que ce serait aussi la dernière. À 20 heures, David entra dans sa chambre. Il avait bu. Elle pouvait sentir l'odeur du scotch et voir ses mouvements désordonnés. Le temps est écoulé, Priya, fini les histoires. Quand il se jeta sur elle, elle était prête. Le stylo s'enfonça dans son épaule. Son cri de douleur et de rage emplit l'appartement. Salope! Ingrate! Ils se battirent. Il était plus fort, plus grand, dopé par son sentiment de supériorité et l'alcool. Elle se battit de toutes ses forces, avec ses ongles, ses dents, le désespoir de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ses mains se posèrent sur sa gorge. Je vais faire passer ça pour un suicide, une immigrante déprimée, incapable de supporter la pression. Personne ne remettra ça en question. La vision de Priya s'assombrit. C'était ainsi qu'elle allait mourir, seule, sans voix, sans personne pour la pleurer, à part une mère qui ne saurait jamais la vérité. Puis, le salut. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. « Police de New York, les mains en l'air !» Margaret se tenait derrière les policiers, le visage pâle d'horreur. « Éloignez-le d'elle !» Emma Richardson, 9 ans, avait tout vu. Les enfants voient tout ce que les adultes pensent cacher. Elle avait remarqué les regards insistants de son père, entendu les conversations chuchotées à travers les murs, remarqué comment Priya tressaillait en sa présence. Et Emma, malgré son éducation privilégiée, savait reconnaître le mal
quand elle le voyait. Elle avait pris son iPad et filmé son père entrant sans permission dans la chambre de Priya et lui murmurant des menaces. Elle l'avait montré à sa mère, s'attendant à ce qu'elle nie. Au lieu de cela, Margaret avait pleuré. Car Emma n'était pas la première à l'avoir remarqué. Margaret s'en doutait depuis des années. Les autres employés qui étaient partis soudainement, les rumeurs qu'elle avait ignorées, un mariage qu'elle avait préservé pour sauver les apparences. Mais cette fois, Margaret avait fait un autre choix. Elle avait appelé des avocats, appelé la police, tendu un piège tout en feignant l'ignorance. Car même si son mariage était un mensonge, elle ne laisserait pas une autre femme souffrir. David Richardson avait été arrêté pour tentative d'agression sexuelle, séquestration et voie de fait. Son cabinet d'avocats l'avait licencié en quelques heures. La frénésie médiatique avait été brutale. Un avocat de Park Avenue arrêté pour avoir agressé une employée à domicile. Priya a témoigné. Ce fut terrifiant, traumatisant, mais aussi libérateur. Sa voix a enfin été entendue. David a été condamné à 8 ans de prison. Sa réputation a été détruite, son mariage annulé. Il a été radié du barreau. Margaret a fourni à Priya un avocat spécialisé dans la défense des victimes, l'a aidé à obtenir un visa grâce à un programme légitime et à payer sa thérapie. Cela n'a pas suffi à effacer le traumatisme, mais c'était déjà ça. Mina avait eu raison depuis le début. Les signes avant-coureurs étaient là. Isolement, cadeau, contrôle, escalade. Priya est finalement retournée à Mumbai, son rêve américain brisé, mais sa vie intacte. Elle avait survécu à ce que beaucoup d'autres n'avaient pas survécu. Et elle s'est assurée que son histoire soit racontée, afin que d'autres puissent reconnaître le danger avant qu'il ne soit trop tard. Emma Richardson a grandi pour devenir une défenseuse des droits des travailleurs domestiques. Elle n'a jamais oublié la femme qui avait pris soin d'elle, ni le père qui avait tout trahi. Certaines cages sont faites d'or, mais ce sont toujours des cages, et parfois la seule façon de s'en sortir est de se battre.